Se pourrait-il que la raison pour laquelle votre manifestation ne s'est pas encore concrétisée, soit parce que vous l'avez recherchée trop tôt? Et si tout ce que vous avez imaginé était déjà en train de se former, discrètement, précisément, mais que votre besoin de vérifier, de partager ou de chercher des preuves ait interrompu le processus? Vous avez entendu le Dr Joe Dispenza parler d'énergie, du champ quantique, d'émotions élevées. Vous avez peut-être pratiqué les visualisations, les méditations, les routines matinales. Et pourtant, quelque chose peut encore sembler incomplet, comme s'il manquait une étape, quelque chose qui fait la différence entre imaginer une vie meilleure et la vivre réellement. Dans cette vidéo, nous allons explorer la partie qui est souvent passée sous silence, le rôle du silence, du secret et du timing dans la manifestation. Neville Goddard en parlait souvent, bien que ce ne soit pas toujours ce sur quoi les gens se concentrent. Il disait « Ne discutez pas de vos ambitions ou de vos désirs avec les autres, car leurs opinions influenceront votre foi. » Ce n'est pas seulement un avertissement poétique, c'est une description de la façon dont l'attention, la vôtre et celle des autres, peut façonner ou dissoudre la réalité invisible que vous êtes en train de créer. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi garder vos désirs privés leur donne plus de pouvoir. Comment l'espace entre l'hypothèse et la manifestation physique n'est pas un vide, mais une transformation. Ce que la science moderne de la conscience commence à révéler sur le rôle de l'observateur. Et comment maintenir la foi sans avoir besoin de signes constants du monde extérieur. Nous verrons également pourquoi la synchronicité n'apparaît que lorsque vous ne la chassez pas, et comment les pics de dopamine précoces liés au partage excessif peuvent en réalité remplacer la motivation dont vous avez besoin pour persister. Si vous avez déjà partagé un rêve et senti qu'il perdait de l'énergie ensuite, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi ça n'arrive pas, ou si vous êtes simplement fatigué de forcer et que vous voulez comprendre comment laisser les choses se dérouler sans effort, cela clarifiera beaucoup de choses. Le pouvoir du secret dans la manifestation. Il y a une raison pour laquelle les anciens mystiques, les inventeurs et même certaines des personnes les plus prospères au monde ont une chose en commun. Ils gardent leur plus grande vision pour eux-mêmes, du moins au début. Neville Goddard l'a dit simplement. Ne discutez pas de vos ambitions ou de vos désirs avec les autres. Pourquoi? Parce que lorsque vous partagez un désir trop tôt, surtout avant qu'il ne soit émotionnellement solide en vous, vous permettez aux croyances, aux doutes et à l'énergie des autres d'interférer avec votre état intérieur. Dans le domaine de la conscience, l'attention est une monnaie d'échange. Et lorsque vous concentrez votre attention sur l'explication de votre désir, plutôt que sur sa simple supposition, vous dépensez cette monnaie avant que quoi que ce soit n'ait été construit. Voici ce qui arrive souvent. Vous imaginez quelque chose de beau. Vous sentez le changement. Vous êtes clair, aligné, excité. Ensuite, vous en parlez. Vous le dites à un ami. Il hoche la tête, peut-être qu'il vous soutient, ou peut-être pas. Même s'il le fait, ces questions commencent à éroder la certitude que vous aviez il y a quelques heures. Soudain, cela redevient une idée, pas un savoir. Il y a aussi l'aspect chimique. Les neurosciences nous disent que lorsque nous parlons de nos objectifs, surtout avec émotion, nous obtenons une petite libération de dopamine. Ce signal de récompense nous donne l'impression d'avoir déjà accompli quelque chose. Mais ce pic de dopamine peut réduire votre motivation à persister. Le cerveau croit que quelque chose a été achevé, et donc, l'énergie diminue. C'est pourquoi tant de gens commencent fort, visualisent, affirment, planifient, et puis s'éloignent. L'énergie a été dépensée en explication au lieu de création. Maintenant, rapprochons cela de chez nous. Avez-vous déjà dit à quelqu'un votre objectif avec enthousiasme, pour vous sentir incertain le lendemain? Avez-vous déjà remarqué que votre motivation s'estompe après l'avoir rendu publique? Ce ne sont pas des coïncidences. L'exposition précoce aux opinions extérieures, ou même simplement le fait de rendre quelque chose verbal trop tôt, peut sortir votre conscience de l'état supposé. Considérez votre désir comme une flamme de bougie dans une pièce pleine de courants d'air. Lorsqu'elle est encore nouvelle, elle a besoin d'être protégée du vent. L'attention, le doute et l'observation extérieure sont ses rafales. Votre travail consiste à abriter la flamme jusqu'à ce qu'elle devienne stable, jusqu'à ce qu'elle illumine toute la pièce. L'approche de Neville n'était pas une question de secret pour le secret. Il s'agissait de préserver l'énergie de l'hypothèse. Il comprenait que le vrai pouvoir réside dans l'attention intérieure, pas dans l'approbation extérieure. Alors, que pouvez-vous faire? Écrivez votre supposition, portez-la en vous, laissez-la grandir en silence. Revenez-y souvent, non pas pour en parler, mais pour la ressentir plus clairement. Laissez votre vie parler plus fort que vos mots. Laissez les résultats se révéler sans annonce préalable. Ceux qui créent les changements les plus spectaculaires ne crient pas leurs désirs. Ils les incarnent, et ils comprennent quelque chose de vital. Lorsque votre monde intérieur est assez fort, le monde extérieur n'a d'autre choix que de s'y conformer. Le silence n'est pas de l'évitement, c'est de l'alignement. Pendant des décennies,
Des enseignants spirituels comme Neville Goddard nous ont dit que l'imagination crée la réalité. Mais aujourd'hui, les chercheurs en conscience et les neuroscientifiques commencent à dire quelque chose de remarquablement similaire. L'une des figures les moins connues dans ce domaine est Jacobo Grinberg, un neurophysiologiste mexicain qui a passé des années à étudier la relation entre le cerveau, la perception et la réalité elle-même. Son travail met en évidence quelque chose que Neville a toujours enseigné. Ce que nous appelons réalité n'est pas fixe. C'est un champ de potentiel infini, façonné par notre propre conscience. Grinberg l'appelait le champ neuronal, une sorte de matrice invisible où toutes les possibilités existent. Selon sa théorie, notre cerveau n'observe pas simplement la réalité. Il la sélectionne et l'organise par l'intention et l'attente. Cette idée correspond à l'affirmation de Neville selon laquelle le monde est vous-même projeté à l'extérieur. Vous ne recevez pas passivement le monde qui vous entoure. Vous participez activement à sa formation. Considérez votre conscience comme une lentille. Si la lentille est embuée par le doute, le conditionnement passé ou la peur, ce que vous percevez correspondra à cela. Mais si elle est claire et dirigée, si vous maintenez une nouvelle hypothèse avec sentiment et répétition, le champ commence à se déplacer autour de vous pour la refléter. En d'autres termes, vos croyances et vos hypothèses ne répondent pas à la réalité, elles la formatent. Ce n'est pas une métaphore. Les scanners cérébraux montrent que lorsque les gens imaginent un événement futur avec une forte émotion, le cerveau s'active selon des schémas presque identiques à l'expérience réelle. Du point de vue du cerveau, cela se produit. Et si votre subconscient l'accepte comme réel, il commence à rechercher et à créer des expériences correspondantes. C'est pourquoi Neville a souligné l'importance de demeurer dans la faim, pas d'en parler, pas de le souhaiter, mais de le sentir réel, encore et encore, jusqu'à ce que cela semble naturel. Et moins vous recherchez de confirmation du monde extérieur, plus votre conscience s'imprime puissamment sur ce champ de potentiel. Maintenant, considérez. Si votre imagination projette toujours, que projetez-vous lorsque vous êtes anxieux, lorsque vous recherchez des signes, lorsque vous doutez de ce que vous avez déjà imaginé? C'est pourquoi le silence, la foi et la répétition ne sont pas seulement des pratiques. Ce sont des outils de précision. Ils stabilisent votre lentille et ils permettent à votre plan interne de remplacer les schémas habituels du passé. Grinberg a disparu mystérieusement en 1994. Certains pensent qu'il avait exploité quelque chose de si inhabituel, de si perturbateur pour la compréhension conventionnelle, que sa vie a pris une tournure étrange. Quoi qu'il lui soit arrivé, le travail qu'il a laissé derrière lui correspond à ce que les mystiques comme Neville ont toujours enseigné. La réalité n'est pas quelque chose qui est là-bas. C'est quelque chose qui se produit à travers vous. Le vrai changement ne se produit pas lorsque votre monde change. Il se produit lorsque votre attention change. La fréquence interne façonne la réalité. Si vous êtes déjà entré dans une pièce et que vous avez instantanément ressenti l'ambiance, sans que personne ne dise un mot, vous avez déjà expérimenté ce que nous appelons la fréquence interne. Neville Goddard a enseigné que le monde est un miroir, reflétant non seulement ce que nous faisons, mais ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, d'instant en instant, est une somme de nos pensées, de nos sentiments, de nos hypothèses et de notre ton émotionnel. Votre fréquence interne n'est pas seulement une idée, c'est la vibration de base qui attire vos expériences. C'est pourquoi la répétition d'affirmations sans implication émotionnelle fonctionne rarement. Les mots peuvent être positifs, mais si votre ton émotionnel les contredit, votre subconscient n'enregistre pas le changement. Neville l'a dit clairement, ce n'est pas ce que vous voulez que vous attirez. Vous attirez ce que vous croyez être vrai. Pour influencer votre réalité, la fréquence de vos émotions doit s'aligner sur le résultat que vous désirez. Pas dans le futur, maintenant. Vous ne pouvez pas vouloir l'abondance tout en vibrant dans le manque. Vous ne pouvez pas rechercher l'amour tout en étant émotionnellement ancré dans la solitude. Cet alignement ne consiste pas à faire semblant ou à forcer une humeur. Il s'agit de se connecter à une version de vous-même où le désir est déjà naturel. La version de vous qui a déjà ce qu'elle désirait autrefois ne vibre pas avec le besoin. Elle vibre avec la certitude, la paix et la gratitude. Que ressent cette version de vous lorsqu'elle se réveille le matin? Comment entre-t-elle dans une pièce? Comment pense-t-elle à l'argent, à la santé ou à l'amour? Si cet état semble lointain, le travail ne consiste pas à courir après le résultat. Il s'agit de changer le sentiment. Ce faisant, votre fréquence change et votre vie commence à rattraper son retard. Neville a décrit cela comme « vivre dans la faim ». Pas imaginer que vous le deviendrez, mais savoir que vous l'êtes déjà. Lorsque votre corps, votre esprit et votre respiration commencent à correspondre à l'énergie de ce que vous dites vouloir, vous cessez d'envoyer des signaux contradictoires au champ. Tout commence à répondre. Votre travail n'est pas de forcer les résultats. Votre travail est d'incarner l'état qui rend ces résultats inévitables.
Il y a une envie naturelle de partager quelque chose quand on se sent excité. Une idée révolutionnaire, une vision claire, un objectif qui semble enfin à portée de main. Mais en matière de manifestation, parler trop tôt peut tranquillement saboter ce que vous êtes en train de construire. Il ne s'agit pas d'être secret par peur. Il s'agit de comprendre les effets psychologiques et énergétiques de l'exposition. Lorsque vous partagez vos objectifs ou vos désirs avant qu'ils ne soient mis pleinement établis dans votre imagination, vous ouvrez la porte aux commentaires, à la fois verbaux et non verbaux. Même une simple question comme « Comment allez-vous faire cela ?» peut introduire de l'incertitude. Le doute de quelqu'un d'autre n'a pas besoin d'être direct pour vous affecter. Son énergie seule peut influencer la structure fragile de votre nouvel état de conscience. Neville a mis en garde à ce sujet. Il a dit que votre état intérieur doit devenir plus réel pour vous que tout ce que le monde extérieur suggère. Le partage prématuré peut déplacer votre attention vers l'extérieur, vers l'explication, la défense et la justification, alors que ce dont vous avez le plus besoin, c'est le calme intérieur et la supposition. Ensuite, il y a la partie neurologique. Lorsque vous parlez de vos rêves avec enthousiasme émotionnel, votre cerveau libère de la dopamine. Cette dose de récompense vous donne un sentiment d'accomplissement. Mais rien n'a réellement changé. Vous n'en avez que parlé, vous ne l'avez pas pleinement supposé, vous n'y avez pas persisté en silence. Cette récompense précoce peut tromper l'esprit en lui faisant croire que le travail est terminé. L'intensité de votre engagement s'estompe. Le désir redevient une idée, quelque chose dont vous avez parlé plutôt qu'incarné. Repensez. Avez-vous déjà parlé à quelqu'un de quelque chose que vous aviez prévu de faire, quelque chose qui vous excitait vraiment, et vous êtes-vous retrouvé moins motivé le lendemain, moins engagé? C'est l'effet de la satisfaction prématurée. Le corps croit qu'il a déjà reçu, donc le suivi s'affaiblit. Cela ne signifie pas que vous devez vous isoler. Cela signifie que vous choisissez le discernement. Parlez seulement lorsque la vision a pris racine en vous, lorsqu'elle est devenue stable, émotionnellement familière, inébranlable. Neville n'a pas enseigné le silence comme une forme de dissimulation. Il l'a enseigné comme une forme de pouvoir. Un espace où l'état imaginé pouvait mûrir, s'approfondir et commencer à s'imprégner dans le subconscient sans interruption. Laissez les résultats parler. Laissez votre monde changer tranquillement. Et laissez votre foi devenir plus forte que votre besoin d'expliquer. Avant de passer à autre chose, laissez-moi vous demander quelque chose. Que changerait dans votre vie si vous remplaciez ne serait-ce qu'une seule croyance limitante par une nouvelle vérité? Une vérité qui vous serve réellement? Parfois, il suffit d'une seule ligne. Une phrase qui arrive au bon moment, dans le bon état, et quelque chose change. Si vous êtes attiré par le travail de Neville, et que vous voulez garder votre esprit ancré dans ses idées, consultez le commentaire épinglé. Il y a quelque chose là-bas que vous voudrez peut-être garder près de vous. Neville Goddard a souvent souligné le pouvoir de l'imagination, mais il y a une partie de cet enseignement que beaucoup négligent. L'imagination est plus puissante lorsqu'elle n'est pas observée, lorsqu'elle reste intacte par la validation, l'analyse ou le doute extérieur. Dans notre culture moderne, il y a une pression pour tout partager. On nous apprend à publier nos objectifs, à suivre nos progrès et à annoncer nos plans. Mais cette habitude entraîne l'esprit à rechercher une confirmation avant que le désir n'ait pleinement mûri. Elle tire votre imagination dans le domaine de la mesure, où elle est soumise à la comparaison, au calendrier et aux interrogations. Neville a enseigné qu'une supposition, bien que fausse, si l'on y persiste, se transformera en fait. Mais cette persistance ne se produit pas sous les projecteurs. Elle se produit dans le calme, dans l'intimité du monde intérieur, où vous pouvez imaginer librement, sans résistance. C'est là que commence la véritable transformation. Lorsque vous imaginez quelque chose et que vous le gardez pour vous, vous protégez sa fréquence. Vous n'invitez pas votre propre esprit critique à le disséquer. Vous ne l'exposez pas à la logique du monde. Vous lui permettez de vivre, de respirer et de prendre forme, intacte. C'est ce que nous appelons l'imagination non observée. C'est comme planter une graine et refuser de la déterrer pour vérifier sa croissance. Vous supposez que la graine sait quoi faire, et vous faites confiance au sol. Il en va de même pour le désir. Une fois que vous avez imaginé la scène, une fois que vous avez ressenti le résultat comme réel, votre travail n'est pas de le prouver, c'est de le laisser vivre sans être dérangé. Vous pourriez être tenté de rechercher des signes, de vérifier si cela fonctionne, mais cette vérification est une forme d'incrédulité. C'est l'esprit qui essaie de contrôler ce qui était censé être laissé dans le calme. Neville appelait cela « vivre dans la faim ». Et lorsque vous vivez vraiment dans la faim, vous ne cherchez plus de preuves. Vous n'espérez plus. Vous ne demandez plus. Vous êtes. Il y a une confiance tranquille qui se développe lorsque vous imaginez sans partager. Un sentiment qui dit « c'est fait ». Vous n'avez plus besoin que personne soit d'accord avec vous. Vous n'avez plus besoin de vous convaincre vous-même. Le monde intérieur devient votre preuve. Et ironiquement,
Lorsque le désir se matérialise enfin, il semble souvent peu surprenant. Vous le reconnaissez comme quelque chose de familier, quelque chose que vous avez déjà vécu 100 fois dans votre imagination. Laissez les autres chercher des signes. Laissez les autres remettre en question leur progrès. Vous n'avez pas besoin de le faire. Vous avez déjà vu la fin. Vous l'avez ressentie. Vous l'avez traversée. Vous vous êtes réconcilié avec elle. C'est là le pouvoir caché de l'imagination non observée. Elle ne se contente pas de manifester des résultats. Elle vous transforme en la version de vous-même qui n'a plus besoin de ce résultat pour se sentir complète. L'une des plus grandes incompréhensions dans la manifestation réside dans le délai entre le moment où l'on imagine quelque chose et le moment où on le voit apparaître. Pour beaucoup, cet écart crée de l'anxiété, du doute, voire de la résignation. Mais Neville Goddard enseignait que ce délai n'est pas un signe que rien ne se passe, c'est l'espace où tout se passe. Il disait, une supposition, même fausse, si l'on persiste à la maintenir, se transformera en fait. Mais il nous rappelait aussi que toute chose apparaît à son heure. Cet intervalle, ce délai, n'est pas une punition, c'est une préparation. Votre subconscient doit d'abord accepter ce nouvel état comme naturel. Pas comme un souhait, pas comme un espoir, mais comme une identité présente. Le délai permet à ce changement de se produire. Il donne à votre monde intérieur le temps de s'adapter à cette nouvelle supposition. Sans cela, la manifestation s'effondrerait sous un concept de soi instable. Considérez cette boucle de délai comme un recalibrage. La réalité que vous désirez est déjà formée dans l'invisible. Mais à moins de devenir la version de vous-même capable de la recevoir et de la conserver, elle restera hors de portée. C'est dans cet écart que cette transformation a lieu. C'est pourquoi Neville accordait tant d'importance à la persévérance. Pas à l'effort émotionnel ou au travail physique, mais à une persévérance intérieure, tranquille. Revenir sans cesse à l'état du vœu réalisé, quelles que soient les preuves extérieures. C'est ce qui stabilise votre identité et permet au désir de se matérialiser sans résistance. Or, c'est là que la plupart des gens abandonnent. Ils cherchent des signes, n'en voient pas, et en concluent que rien ne fonctionne. Mais cette interprétation elle-même réinitialise la boucle. Elle envoie un nouveau signal au subconscient qui dit « ce n'est pas encore à moi ». Et ainsi, le monde extérieur se retient. Au lieu de cela, utilisez le délai comme un renforcement. Revisitez la scène intérieure. Parlez à partir de la version de vous-même qui a déjà le résultat. Réécrivez vos souvenirs pour qu'ils correspondent à votre nouvel état. Laissez le délai devenir un espace d'entraînement, une salle de sport émotionnelle où vous développez le sentiment de certitude. Lorsque vous cessez d'avoir besoin du résultat pour valider votre supposition, il arrive souvent tranquillement, naturellement. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous y correspondez enfin. Neville nous rappelait, vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Et devenir est un processus. Le délai n'est pas l'absence de résultat, c'est le déploiement de l'identité. Cet écart est un cadeau. Il vous donne le temps de devenir quelqu'un qui n'attend plus. Maintenant, entrons dans l'état de flow. Il existe un moment dans la conscience où l'effort se dissout. Vous n'essayez plus de manifester. Vous ne surveillez plus l'heure, ni ne comptez les signes. Vous êtes simplement présent, connecté et disponible à la vie. C'est l'état de flow. Le flow n'est pas réservé aux athlètes ou aux artistes. C'est un état d'être naturel où votre esprit ne court plus après les résultats et votre corps ne se prépare plus à la déception. C'est l'espace où l'intérieur et l'extérieur s'alignent, car il n'y a pas d'interférence, seulement la conscience. Neville y faisait allusion lorsqu'il disait « Soyez immobile et sachez que vous êtes ». L'immobilité n'est pas la passivité, c'est un état actif de permission, un calme intérieur profond qui dit « J'ai supposé la fin, je n'ai plus besoin de contrôler le milieu ». Dans le flow, la résistance disparaît, l'imagination devient plus vive, les idées arrivent sans effort, et les manifestations commencent à ressembler moins à des événements et plus à des mouvements, naturels, spontanés. Ce qui perturbe le flow, c'est l'obsession. Vérifier. Avoir besoin, saisir. Ces actions créent des frictions dans le champ. Elles retirent votre conscience de l'état du vœu réalisé et la placent dans un état de manque, où vous attendez au lieu de savoir. Pour entrer dans le flow, vous devez renoncer à avoir besoin de preuves, renoncer aux échéanciers. Vous ne forcez pas la croyance. Vous vous y installez, comme vous vous installez dans votre fauteuil préféré, confortablement, familièrement, tranquillement. Cet état n'est pas rare. Il est juste rarement remarqué, parce qu'il est silencieux. Il n'y a pas de drame dans le flow, pas de performance, juste un alignement. Et lorsque vous vivez dans cet alignement, le monde extérieur commence à se façonner sans résistance. Les actions semblent inspirées, pas forcées. Les décisions deviennent claires. Les bonnes personnes et les bonnes opportunités commencent à apparaître, non pas parce que vous les avez poursuivies, mais parce que votre état leur a fait de la place. Vous cessez d'être celui qui fait que les choses arrivent. Vous devenez celui à travers lequel elles arrivent.
La synchronicité est un signe. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'alignement rendu visible. Neville Goddard n'utilisait pas le mot synchronicité, mais il décrivait son essence. Lorsque vous vous attardez dans le sentiment du vœu réalisé, sans forcer, sans douter, vous commencez à remarquer des choses qui semblent confirmer votre supposition. Des appels inattendus, un timing parfait, des opportunités soudaines. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des reflets. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. La synchronicité n'apparaît pas lorsque vous la poursuivez. Elle apparaît lorsque vous n'avez plus besoin qu'elle apparaisse. Lorsque votre état intérieur est devenu suffisamment stable pour que vous n'ayez plus besoin de validation extérieure, le monde extérieur commence à répondre de la même manière. La synchronicité se manifeste en l'absence de résistance. C'est l'écho de la certitude. Plus votre questionnement intérieur devient silencieux, plus ces signes semblent se faire entendre. Et lorsqu'ils arrivent, ils semblent naturels, pas surprenants, pas choquants, mais familiers, parce que vous avez déjà vécu l'expérience à l'intérieur. Le moment ressemble à un retour, pas à une découverte. Si vous ne voyez aucun signe, demandez-vous, supposez-vous vraiment la fin, ou attendez-vous une preuve avant de croire? Cette distinction change tout. La synchronicité n'est pas là pour vous convaincre. Elle est là pour vous rappeler que votre supposition a déjà pris racine. Vous ne faites pas en sorte que quelque chose se produise. Vous regardez quelque chose se dérouler. Vous devez réécrire le récit intérieur. Chaque croyance que vous avez sur vous-même était autrefois une histoire, répétée, acceptée et finalement vécue. La plupart de ces histoires n'ont pas été choisies consciemment. Elles ont été héritées, ramassées dans l'enfance, façonnées par l'environnement, répétées par habitude. Avec le temps, elles sont devenues l'identité. Neville Goddard enseignait que votre monde extérieur n'est rien de plus que vos conversations intérieures rendues visibles. Les choses que vous vous dites lorsque personne n'écoute forment la structure de votre vie. Et si votre histoire est une histoire de limitation, de pénurie ou de doute, c'est ce que vous continuerez à voir, peu importe à quel point vous visualisez quelque chose de différent. C'est pourquoi la répétition n'est pas facultative. Elle est essentielle, pas comme une routine, mais comme un outil pour réécrire le scénario. Pour vivre dans un nouvel état, vous devez le répéter émotionnellement et mentalement. Vous devez créer de nouveaux dialogues intérieurs qui correspondent à la réalité que vous désirez. Pas une fois, mais encore et encore, jusqu'à ce que la nouvelle histoire semble plus naturelle que l'ancienne. La méthode de révision de Neville est l'un des moyens les plus directs d'y parvenir. Il suggérait de prendre des événements passés qui contredisent de votre identité désirée et de les réécrire mentalement. Non pas pour nier ce qui s'est passé, mais pour reconditionner le schéma émotionnel qu'ils ont créé. Lorsque vous révisez un souvenir, vous n'effacez pas l'événement. Vous effacez son pouvoir de façonner votre présent. Votre subconscient ne fait pas la distinction entre ce qui était et ce qui est imaginé avec émotion. Il ne répond qu'à l'histoire dominante. Et l'histoire, c'est à vous de la choisir. Vous n'êtes pas lié à votre passé. Vous êtes lié à l'histoire que vous continuez à raconter à son sujet. Changez le récit, et le présent commence à changer. Pas seulement en termes de sentiments, mais aussi en termes de forme. Vous racontez toujours une histoire. La seule question est, est-ce celle que vous voulez vivre? Adoptez la non-résistance. Il y a une vérité subtile dans l'art de la manifestation qui échappe souvent même aux praticiens les plus dévoués. Il ne s'agit pas de visualiser plus fort, d'écrire plus longtemps ou de méditer plus intensément. La clé n'est pas de faire plus, elle est de relâcher la prise. De lâcher le poids émotionnel qui entoure le désir. C'est ce que Neville Goddard appelait la non-résistance. La non-résistance n'est pas la passivité, ce n'est pas l'indifférence, ce n'est pas abandonner. C'est la confiance tranquille que ce que vous avez supposé est déjà en train de se dérouler, sans votre interférence constante. Beaucoup de gens comprennent de mal cela. Ils supposent que lâcher prise signifie abandonner le désir, comme si y renoncer signifiait l'oublier. Mais Neville n'a jamais enseigné l'abandon. Il a enseigné la supposition. Et une fois la supposition faite, une fois l'état ressenti et incarné, il n'y a plus rien à obtenir. Il n'y a que la permission de ce qui est déjà. Résister, c'est tenir le désir à bout de bras. La résistance se cache souvent derrière l'effort, surtout lorsque cet effort est chargé d'urgence ou d'anxiété. Lorsque vous visualisez non pas parce que vous êtes aligné, mais parce que vous avez peur que cela n'arrive pas. Lorsque vous répétez des affirmations avec la mâchoire serrée, plutôt qu'avec un cœur détendu. Lorsque vous vérifiez les signes toutes les quelques heures et que vous interprétez le silence comme un échec. Ce sont tous des symptômes de résistance. Ils peuvent ressembler à de la dévotion, mais en dessous, il y a une seule croyance tranquille. Ce n'est pas encore là. Et cela pourrait ne pas venir. Neville expliquait que l'imagination crée la réalité. Non pas lorsque l'imagination est frénétique ou désespérée,
mais lorsqu'elle est calme, claire et naturelle. Supposez le sentiment du vœu réalisé et persistez dans cette supposition. Ne la forcez pas, ne la poursuivez pas, persistez. C'est là que la non-résistance devient essentielle. C'est le champ dans lequel votre supposition est nourrie, l'espace où elle grandit sans interruption. Vous n'essayez plus de faire en sorte que quelque chose se produise. Vous vivez à partir de la vérité que cela s'est déjà produit. Pour comprendre cela plus clairement, imaginez un arc et une flèche. Plus vous tirez sur la corde, plus l'énergie est accumulée. Mais si vous ne lâchez jamais, la flèche ne peut pas voler. La résistance est la main qui ne lâche jamais la corde. Elle accumule la tension, mais ne permet jamais le mouvement. La non-résistance est le moment où vous lâchez prise. Non pas dans la défaite, mais dans la confiance. Dans la vie quotidienne, cela peut ressembler à maintenir la vision à l'intérieur tout en permettant au monde extérieur de se dérouler à son propre rythme. Vous pouvez passer des jours sans penser directement au désir, non pas parce que vous l'avez oublié, mais parce qu'il est devenu une partie de votre concept de soi naturel. Il ne semble plus étranger. Vous ne le poursuivez pas. Vous êtes simplement la version de vous-même qui l'a. Ce détachement émotionnel n'est pas froid. En fait, il est profondément chaleureux. C'est une croyance douce et inébranlable qui n'a pas besoin d'être prouvée à chaque instant. C'est la différence entre s'accrocher à un espoir et se reposer dans un savoir. La gratitude est une puissante alliée de la non-résistance. Lorsque vous vous sentez reconnaissant avant que la manifestation ne soit physiquement arrivée, vous signalez à votre subconscient qu'elle est arrivée, au moins dans le domaine qui compte le plus. La gratitude ne supplie pas, elle ne plaide pas, elle ne remet pas en question, elle confirme. Beaucoup bloquent que leur manifestation en revenant constamment à la même boucle mentale. Est-ce que ça marche? Quand est-ce que ça va arriver? Que dois-je faire d'autre? Ces questions semblent inoffensives, mais ce sont des déclarations de résistance. Elles impliquent que votre supposition est faible, informe ou insuffisante. Neville était clair, vous êtes déjà ce que vous voulez être, et votre refus de le croire est la seule raison pour laquelle vous ne le voyez pas. La croyance doit devenir silencieuse, stable, vécue, pas criée sur les toits, pas constamment réexaminée. La croyance, quand elle est réelle, ne porte aucune urgence. Elle est juste. Revenons à l'analogie de la commande dans un restaurant. Une fois la demande faite, vous ne vous précipitez pas dans la cuisine, vous n'interrogez pas le chef ou vous ne questionnez pas le serveur toutes les 5 minutes. Vous vous asseyez, vous vous détendez, vous faites confiance au processus. Vous vous attendez à ce qu'il arrive. Et plus cette attente semble naturelle, plus la livraison semble rapide. De la même manière, la non-résistance permet à la vie de répondre. Lorsque vous créez l'espace émotionnel pour que le désir arrive, il le fait avec facilité, non pas parce que le désir devient soudainement possible, mais parce que vous avez cessé de l'empêcher. Cela ne signifie pas ne rien faire. L'action se produira toujours, mais elle sera inspirée, pas forcée. Vous n'aurez pas besoin de vous forcer. La prochaine étape semblera évidente, claire, parfois même sans effort. C'est ce qui se passe lorsque votre état intérieur est aligné et libéré de toute tension. Dans la non-résistance, vous n'êtes plus celui qui essaie de contrôler la manifestation. Vous êtes celui qui la permet. Et ce changement, de l'effort à la permission, est la dernière étape qui transforme la supposition en expérience. Lâchez la tension. Arrêtez de gérer le résultat. Vous l'avez déjà imaginé. Vous l'avez déjà ressenti. C'est suffisant. Maintenant, laissez-le entrer. Conclusion. Vous êtes déjà cela. Le vrai secret n'est pas de faire plus. Il est de supposer plus profondément, jusqu'à ce que votre état intérieur devienne si stable qu'il n'ait plus besoin de la confirmation du monde. Neville Goddard disait « Vous êtes déjà ce que vous voulez être, et votre refus de le croire est la seule raison pour laquelle vous ne le voyez pas. » Toute manifestation découle de cette vérité. Vous n'attendez pas que quelque chose se produise. Vous apprenez à lâcher l'idée que ce n'est pas encore arrivé. Tout au long de cette vidéo, vous avez vu pourquoi le silence protège l'intégrité de votre désir. Vous avez compris comment le partage précoce dissipe l'élan. Vous avez appris que votre subconscient accepte ce que vous répétez, surtout lorsque c'est émotionnalisé et imaginé sans résistance. Vous avez également vu comment le délai n'est pas un problème, mais un espace nécessaire pour que l'identité change. Et comment entrer dans le flow, faire confiance à la synchronicité et relâcher le contrôle, permettent à ce que vous avez supposé de se déplacer librement dans la forme. Maintenant, la question est simple. Pouvez-vous cesser d'interférer avec ce qui est déjà à vous? Vous n'avez pas besoin de convaincre les autres. Vous n'avez pas besoin de vous convaincre sans cesse. Le travail est silencieux maintenant. Il consiste à maintenir l'état avec constance et à laisser le monde se réorganiser. Il ne reste plus rien à poursuivre. Il ne reste plus rien à expliquer. Si la scène intérieure vous semble réelle, si vous l'avez vécue dans l'imagination et que vous vous êtes permis de ressentir sa vérité, alors elle est déjà mise en mouvement. Laissez les autres s'interroger. Laissez les résultats venir en leur temps. Vous n'essayez plus de devenir.
vous êtes. Comme Neville l'enseignait, la supposition est la création. Et une fois que vous l'avez supposée, vous ne la cherchez plus. Vous la laissez se dérouler, tranquillement, naturellement, sans résistance. Et elle le fera, parce qu'elle le doit. Avant de partir, si vous êtes prêt à laisser Neville remodeler votre pensée d'une manière que vous n'avez pas encore envisagée, consultez le commentaire épinglé. Il y a quelque chose qui vous attend là-bas.